Bonjour Marine Tondelier. Bonjour et merci de votre invitation. De la réciprocité bienveillante, dit-il. Plus 20% de droits de douane pour les produits importés depuis l'Union européenne. C'est l'annonce faite par Donald Trump cette nuit. Et en général, quand tu parles de bienveillance, on sait qu'il faut s'inquiéter. Quelle doit être la réaction justement de la France et de l'Union européenne? Est-ce qu'il faut s'engager dans un bras de fer ou alors une négociation? Alors j'étais très attentive à une citation de l'administration américaine qui s'adresse aux Européens et qui dit « Détendez-vous, encaissez le coup et attendez de voir comment la situation évolue, car si vous ripostez, il y aura escalade ». On est quand même dans une relation très bienveillante, comme vous le constatez. Moi, ce que je constate, c'est que quand ils ont imposé des droits de douane très très forts en arrivant au Canada, le Canada a riposté fermement, notamment en mettant en cause tout l'approvisionnement de l'Ontario en électricité qui vient beaucoup du Canada et ça a calmé un peu tout le monde. Vous savez, cette nuit a eu lieu un vote. Cette nuit a eu lieu un vote au Sénat américain sur ces droits de douane canadiens qui ont été annulés par le Sénat américain à 41 voix contre 51. Et il y a 4 sénateurs républicains qui ont voté l'annulation de ces droits de douane, dont l'ancien président du groupe au Sénat. L'ancien président du groupe républicain. Et donc vous voyez bien que, y compris au sein du camp républicain, les gens commencent à douter de cette stratégie. Pourquoi? Parce que les grands industriels, y compris ceux qui ont financé la campagne de Trump, l'appellent en disant t'es en train de mettre en danger un peu aussi nous, nos matières premières. Les consommateurs américains, les électeurs de Trump sont en train de se rendre compte aussi que si les taxes augmentent, ce qu'ils vont acheter dans les magasins coûtera aussi plus cher, leur coûtera plus cher, alors qu'ils ne sont pas forcément tous bien lotis. Et donc je pense que ce que fait Trump va semer le trouble. Moi, là où je suis surtout troublée, c'est que j'ai vu des politiques français le soutenir, aller ramper pour être invité à sa cérémonie d'investiture. J'aimerais avoir leur avis à eux aujourd'hui, parce que c'est personnes françaises, Zemmour, mais vous pensez etc., à qui exactement? Parce que les politiques français qui étaient présents à l'investiture, Zemmour, voilà. Sarah Knafo, les petits selfies, il y a Louis Alliot était présent également pour le Rassemblement national. Et ces personnes qui se prétendent patriotes sont en fait des patriotes de pacotille qui soutiennent un président américain qui marche sur les Français. Vous voulez dire qu'il ne faut pas pour le moment s'affoler parce que l'Amérique pourrait revenir d'elle-même sur ces mesures? Je vous souhaite à l'inverse, je vous cite à l'inverse l'exemple du Canada qui a riposté très directement, ce qui a mis en doute les Américains. J'ai vu que ce matin, l'Europe, là, à l'instant, a annoncé une riposte en disant qu'ils allaient, eux, taxer les réseaux sociaux, les services numériques américains, dont un quart des profits se font sur le territoire européen. Donc tout ça, voilà, on va voir ce que ça donne. Mais je ne pense pas, non, qu'il fallait rester sans bouger, en souriant et en faisant semblant que nous sommes tous amis. En tout cas, les services numériques, compte tenu justement des personnalités qui entourent Donald Trump, c'est ça spécifiquement qu'il faut cibler? Je ne pense pas qu'il n'y ait que ça qu'il faille faire. Donald Trump nous a déclaré une guerre commerciale. C'est une forme de guerre, voilà. Et donc je ne pense pas non qu'il faille une seule corde à notre arc de la riposte, mais je suis contente que, contrairement à ce qui s'est passé sur l'acier et l'aluminium, qui ont été lourdement taxés au début de l'administration de Trump et sur lequel on a quasiment pas bougé, en tout cas pas de choses visibles. Je ne pense pas que la France n'ait rien fait. Il y a sûrement eu des discussions, mais voilà, on a vu la limite, c'est que ça continue, et donc je pense oui qu'il faut une réaction ferme. Cette réponse ce matin sur les réseaux sociaux, sur les services numériques, est une première forme de réponse qui, j'imagine, en appellera d'autres. Mais dans le fond, quand même, les mesures de Donald Trump vont mettre un coup de frein au libre-échange, ça va effectivement freiner. Est-ce que sur le fond, pour des raisons qui sont diamétralement opposées au vôtre, cette politique de Donald Trump, elle va pas dans votre sens? Alors, limitation du libre-échange, mais c'est pas juste sur le libre-échange. Relocalisation. Ça ralentit toute l'économie américaine. Il y a une inflation de 3% déjà aux États-Unis. La bourse est en train de dévisser. Voilà, c'est pas que sur le libre-échange les conséquences. C'est ce que vous voulez dire, c'est vous devriez être content parce que Trump adopte une politique décroissante. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si nous avions mis en place des politiques écologistes depuis très longtemps en France et en Europe, on serait tranquille. Nous serions souverains en termes d'industrie, nous serions moins dépendants des États-Unis. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on est très dépendant des États-Unis et de Poutine, des impérialismes fossiles, parce que nous consommons chaque jour leur gaz, leur pétrole, leur engrais et leur uranium enrichi pour ce qui concerne la Russie. Donc, comme on n'a pas assez développé le renouvelable et qu'en France, nous sommes les bonnets d'âne sur le sujet, contrairement à des voisins européens, on est particulièrement vulnérable. La deuxième chose, c'est que notre industrie française dévisse. Il n'y a pas une semaine, soit que je sois personnellement
comme d'autres politiques, au soutien de salariés, à ArcelorMittal, chez Metex, chez Vancorex, tous ces sites, Duralex, je peux tous vous les faire. C'est dramatique. Tout est en train de sombrer. Nous avons perdu notre souveraineté industrielle et je vois bien même à la Chapelle d'Arblay pour produire du papier, les salariés se mobilisent, ont un plan pour maintenir leur emploi qui est prévu. L'État les aide très peu, donc faut y aller, quoi. On a perdu trop de temps et nous sommes dont vulnérables. Les écologistes dénoncent régulièrement les effets néfastes pour l'environnement. Alors, si ce que vous voulez dire, c'est que ArcelorMittal a des répercussions sur la santé des riverains de ces usines, oui, je vous le dis. Je vous le dis. Que ce soit à Dunkerque ou à Fos-sur-Mer, nous travaillons là-dessus depuis longtemps et les salariés en ont également parfaitement conscience. Mais donc, que fait-on? On ne consomme plus d'acier? Moi, je ne suis pas hypocrite. Je considère que quand on consomme de l'acier, je préfère qu'il soit produit à Dunkerque ou à Fos-sur-Mer dans des conditions mieux-disantes environnementales qui doivent encore s'améliorer et dans des conditions mieux-disantes sociales qui doivent encore s'améliorer. Revenons Quand je suis allée à juste, Michelin, pardon. non mais je précise, c'est une attaque directe sur réponse. Quand je suis allée à Michelin, C'est une question. à Cholet, les salariés de Michelin, il y a un salarié qui m'a dit madame, on vous entend pas beaucoup défendre les pneus. Je dis vous avez raison. C'est notre ambition, voilà, on est sur plein de sujets, voilà, vous pouvez dire tiens les pneus c'est pas la première industrie écolo. Sauf que y compris quand je veux rénover thermiquement ma maison, je fais appel à des artisans. Ces artisans viennent avec des camionnettes. Ces camionnettes ont des pneus. Bon, bref, voilà, ce qu'on a besoin de consommer en France, on doit pouvoir savoir le produire en France et pas exporter ce qui nous plaît pas à produire à l'autre bout du monde pour aller polluer chez d'autres. Juste voilà. sur la guerre commerciale, pardon, je reviens là-dessus parce que plusieurs secteurs seront particulièrement touchés. En France, une réunion est prévue à l'Élysée à 16h. Comment venir en aide aux entreprises touchées? Hier, à votre place, le patron de la CPME, Amir Reza Tofighi, il disait il va falloir des aides pour les secteurs touchés. Vous êtes d'accord avec ça? Ça paraît logique, mais on se rend compte aussi que tout ça est peu compatible avec la politique d'austérité qui est menée par le gouvernement, qui a frappé aussi des pans entiers de l'économie. Et je parlais de la rénovation thermique des logements à l'instant. Toutes celles et ceux qui avaient des emplois là-dedans, c'est compliqué. Mais les viticulteurs qui vont souffrir des nouveaux droits de douane, il faut les aider. Il faut leur donner des subventions. Des subventions, je sais pas. Il faut regarder ça. La question, c'est est-ce qu'on arrive à annuler cette mesure rapidement? Quelles sont ses conséquences? Tout ça va être étudié. Je vous dis juste que toutes ces personnes qui demandent de l'aide, c'est légitime, mais que c'est peu compatible avec le cap de l'austérité choisi et imposé par ce gouvernement. Marine Tondelier, un meeting organisé par le Rassemblement national dimanche avec ce mot d'ordre pour sauver la démocratie et soutenir Marine Le Pen. D'abord, quel regard portez-vous sur cette manifestation ? Les gens ont le droit de manifester en France, je l'ai toujours défendu, donc jusque-là, pas de problème. Coup de force ou pas après, contre la soutenir justice? l'état de droit, c'est quand même un peu cocasse, parce que ce que je vois surtout dans cette affaire, on se concentre beaucoup sur la peine de Marine Le Pen et sa réaction. Moi, ce qui me perturbe, c'est l'infraction qu'elle a commise. Quelqu'un qui veut être président de la République, qui détourne 4,1 millions d'euros. Et qui, alors qu'elle prône des mesures beaucoup plus fermes et une justice très moins laxiste pour tous les Français, quand ça lui arrive à elle, là, c'est très compliqué. Sur, par exemple, l'application provisoire de sa peine, je rappelle que 58% des peines d'emprisonnement en France sont d'application immédiate avec une application provisoire. Ça ne les a jamais choqués jusqu'à ce que ça les concerne. Bon, c'est peut-être là qu'on a un petit problème avec la démocratie, vous voyez. Quand sur la mobilisation, quand même. Soutenir la démocratie, c'est quand même un peu fort de café. Parce que vous aussi, vous allez organiser un rassemblement dimanche pour contrer... J'estime qu'à partir du moment où on a une candidate à la présidentielle, une des principales opposantes de ce pays, qui... crache sur la justice, qui se met dans une entreprise de victimisation pas possible, alors que c'est jusqu'à preuve du contraire, elle la coupable. Oui, l'état de droit est en danger. Les attaques qui ont été proférées contre la justice, j'entendais encore ce matin que maintenant le RN a décidé qu'il fallait interdire aux juges de syndiquer. Ah bon, pourquoi? Et après qui? Aux policiers? C'est-à-dire qu'il y a une décision de justice qui leur plaît pas, riposte immédiate, plus le droit de se syndiquer pour les juges. C'est ça, s'ils sont au pouvoir, ils vont faire ça. S'il y a un truc qui leur plaît pas, ils vont enlever les droits fondamentaux à des catégories entières de Français sur leur bon vouloir. Mais vous allez vous rassembler avec qui dimanche? C'est pas à la hauteur. Dimanche, oui, je suis inquiète. Voilà, le mot d'ordre, on a compris que c'était pour l'état de droit, mais il se passera quelque chose dimanche. Avec qui? Et vous ne le saurez pas ce matin, parce que nous sommes en train d'y travailler. Avec qui? Et que nous sommes les maîtres des horloges de nos propres mobilisations. Et vous discutez avec qui? Avec tout le monde, avec tous nos partenaires politiques, avec aussi les personnes de la société civile avec lesquelles on a l'habitude de se mobiliser, et d'autres avec lesquelles on avait jusque-là moins l'habitude de se mobiliser, mais qui sont tout aussi choqués. Et donc, vous voyez, à l'extrême droite, il y en a une qui claque des doigts, tout s'exécute. À gauche, nous sommes dans des partis démocratiques, des organisations qui ont chacune leur rythme. Nous sommes en train d'y travailler sérieusement, et il se passera quelque chose dimanche. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de contrer le Rassemblement national et de vous compter?
Le but, non, c'est pas un concours de selon la police, selon la CGT, combien, etc. C'est que les personnes qui sont sincèrement choquées dans ce pays, beaucoup plus que beaucoup le pensaient. Quand on regarde les sondages, y compris les électeurs du RN, certains disent, elle peut pas dire pour tout le monde, faut être très strict, premier crime, premier délit, prison, etc. Et puis quand c'est elle, dire que c'est pas normal. Justement. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui sont sincèrement choqués. Je ne veux pas que dimanche, sur toutes les chaînes de télé, la seule chose qu'on leur donne à voir, c'est la grande entreprise de victimisation de Marine Le Pen. Parce que ce qu'elle fait, ça blesse des gens qui, eux, ont une justice, celle de tous les Français, qui ne vont pas avoir une procédure d'appel accélérée. Justement, le procès en appel de Marine Le Pen. Les gens qui ont des affaires très lourdes sur le placement de leurs enfants. Il y a des gens qui ont perdu la garde de leur enfant, qui sont placés, ou alors Marine conjoint, leur compagne, qui doivent attendre 2 ans pour savoir s'ils peuvent les récupérer ou pas. Et là, il n'y a pas d'accélération. Pour Marine Le Pen, oui, c'est une privilégiée. On l'a entendu ce matin sur France Info. C'est un traitement de faveur selon vous, ou alors c'est sain pour la démocratie que ce procès en appel se tienne à l'été 2026? Moi, ça me va. La procureure générale l'expliquait à l'instant, s'ils le font, c'est qu'ils ont des raisons de le faire. Et outre les gesticulations et les jérémiades de Marine Le Pen, on peut l'entendre. Et ils l'ont pris en compte tout seul, sans attendre que Marine Le Pen se plaigne. Je dis juste que Marine Le Pen, qui a pour tradition de se victimiser tout le temps, doit reconnaître que dans ce cas précis, parce qu'elle est candidate à la présidentielle, elle a un avantage sur tous les autres justiciables français dans des cas bien plus lourds, bien plus graves, de violences sexuelles extrêmement graves, de gens qui attendent des décisions sur la garde de leurs enfants qui ne peuvent parfois pas voir ou pas beaucoup en attendant, qui perdent 1-2 ans de l'année de leurs enfants, je ne sais pas si vous imaginez, et pareil pour l'enfant qui ne voit pas ses parents et qui peut-être aurait pu le voir si l'appel avait été jugé plus vite. C'est ça dont on parle. Donc je veux l'entendre reconnaître pour une fois que oui, elle est privilégiée, que la réaction qu'elle a depuis le début dans cette affaire est une réaction bourgeoise. Parce qu'elle prétend défendre le peuple. Le peuple n'a jamais eu le droit à avoir toutes les chaînes pour se plaindre quand il s'estime victime de quelque chose de compliqué judiciairement. Des Français qui ne sont pas contents de leur peine, ça arrive tous les jours. Ils n'ont pas toutes les chaînes pour se plaindre à des manifestations place Vauban. Voilà. Je précise que du point de vue de la procureure qui était sur France Info Radio il y a quelques minutes, il ne s'agit pas d'accorder un privilège quelconque, mais de tenir compte d'un calendrier politique et d'éviter que ce jugement soit rendu dans un contexte politique qui pourrait mettre la pression sur les juges. C'est exactement ce que je viens de dire, mais c'est-à-dire qu'avoir un calendrier politique permet d'avoir son affaire jugée plus vite. Je rappelle aussi à vos téléspectateurs que si cette affaire n'est jugée que maintenant, c'est que Marine Le Pen elle-même a tout fait pour retarder le jugement. Il y avait toujours une bonne excuse, toujours un prétexte, et que sa défense a usé d'à peu près tous les moyens pour que ça dure le plus longtemps possible. 45 recours. 45 recours. On a encore quelques questions sur ce sujet et beaucoup d'autres questions à voir avec vous, Marine Tondelier, juste après le fil info de 8h45, Magali Homo. Emmanuel Macron réunira à 16h les représentants des filières touchées par les droits de douane massifs annoncés hier soir par Donald Trump, notamment plus 20% de taxes pour l'Union européenne. L'UE est prête à la guerre commerciale, confirme ce matin la porte-parole du gouvernement français, une riposte qui pourrait concerner les géants du numérique. 5 auteurs ont été identifiés après des menaces contre 2 magistrats suite à la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics. Ils seront poursuivis et sévèrement condamnés, affirme sur France Info Marie-Suzanne Lequeo, procureure générale près la cour d'appel de Paris. Benjamin Netanyahou en Hongrie, le Premier ministre israélien pourtant visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. C'est sa première visite sur le sol européen dans un pays signataire de la CPI depuis le début de la guerre à Gaza. Test d'endurance, de force musculaire et de vitesse à partir de la rentrée prochaine. En septembre, les 6e pourront tester leur forme physique. En début d'année, ils seront mis en place dans tous les collèges, mais ne seront pas obligatoires. Les ministres de l'Éducation nationale et des Sports vont détailler ces annonces aujourd'hui en visite à Reims. France Info. Le 8-30 France Info. Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec la patronne des écologistes, Marine Tondelier. Vous disiez que Marine Le Pen était privilégiée puisque son procès en appel était fixé dans un peu plus d'1 an. Et qu'elle avait toutes les chaînes de télé pour se plaindre. Elle était 2026. François Bayrou est lui-même dans l'attente d'un procès en appel et on ignore s'il sera encore en place l'an prochain. Mais si c'était le cas, il peut rester à Matignon tout en assistant aux audiences. Alors lui, déjà, il n'a pas d'application provisoire de sa peine. Il n'y a pas de peine. Il n'est pas jugé. Oui. Il n'est pas concerné par la même sentence que Marine Le Pen et donc il n'est pas exactement dans la même situation. Voilà. Moi, ce qui me choque quand même énormément en ce moment, là j'ai vu que Ciotti déposait une proposition de loi pour changer la loi. C'est-à-dire tout le monde n'a quand même pas le luxe en tant que justiciable de pouvoir changer la loi pour changer sa peine. Enfin, je trouve ça quand même compliqué. Donc la proposition de loi d'Éric Ciotti pour supprimer l'exécution provisoire, vous allez dire non, les écologistes?
Non, mais nous, on va se prononcer en fonction de ce qu'on pense juste. On participera au débat, à la réflexion, il n'y a pas de problème. Notre avis n'est pas comme ça dogmatique, idéologique. Je dis juste que c'est fort de café de déposer soi-même des propositions de loi qui concernent les propres peines que vous venez d'avoir au moment où vous les avez. C'est-à-dire que c'est pas... Si ça avait été le combat de sa vie depuis 10 ans, dire ça, c'est pas juste, je le dis, pour les 58% de Français qui purgent leur peine alors qu'ils n'ont pas encore eu appel, etc. OK. Là, non, eux, ça les concerne à partir du moment où ils sont personnellement touchés. Et ça vaut aussi pour François Bayrou, qui lui s'est dit troublé par cette application immédiate. Dans toutes les personnes qui ont réagi de manière un peu scabreuse à cette affaire Le Pen, parce que le RN n'est pas content, bon, ça on a compris. Dans la classe politique, moi j'ai été troublée, pour reprendre ces mots, par certaines réactions. J'ai constaté en les analysant qu'elles relevaient de 2 catégories potentielles. La première, c'est celles et ceux qui prétendent, qui aspirent à braconner sur les terres électorales du Rassemblement national. Donc je dis, tiens, si elle ne peut pas se présenter, comme moi peut-être que je vais me présenter, peut-être les électeurs du RN frapperont, j'étais sympa. Et puis il y a ceux qui sont potentiellement dans le même cas de figure bientôt. Et puis alors il y en a qui sont dans les 2 catégories, donc ça c'est encore plus simple. Et je pense que François Bayrou relève potentiellement. Et Jean-Luc Mélenchon, vous le mettez dans quelle catégorie ? Alors, en général, Jean-Luc Mélenchon a une catégorie à lui tout seul, vous le savez. Parce que lui aussi, c'est la catégorie Jean-Luc Mélenchon. Lui aussi, il a dit que l'appel devait être suspensif et que cette exécution provisoire de l'inéligibilité, elle ne devait pas intervenir. Exactement. Et puis j'ai vu aussi qu'il trouvait que c'était le peuple qui devait juger les élus par leur bulletin de vote. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas une justice pour tout le reste des Français, une justice spécifique pour les élus. Les élus ont en plus le couperet de l'élection. Ça ne les soustrait absolument pas à la justice. Je rappelle quand même que ces dispositions, elles existent parce qu'il y avait besoin de moralisation de la vie publique. François Bayrou lui-même avait lancé un grand site moralisation.fr. Allez regarder, chers téléspectateurs, c'est aujourd'hui un site de jardinage. Ceci est vérifié. Il n'a pas entretenu le nom de domaine. Mais voilà, c'est des gens qui se sont battus pour la moralisation. Si on a mis cette loi, c'est bien parce que les élus devaient être plus exemplaires que tous les Français parce qu'ils ont accès à de l'argent public, par exemple. Le délit que commet Marine Le Pen en détournant 4,1 millions d'euros d'argent public, c'est pas accessible à tous les Français. C'est de la délinquance en col blanc, de la délinquance bourgeoise, voyez-vous. Pour clore ce sujet, il doit être exemplaire parce qu'il veut être président de la République, ministre, Premier ministre. C'est logique. Pour clore ce sujet, si on a bien compris, vous n'êtes pas favorable à la modification de la loi sur l'exécution immédiate. On examinera ça très sérieusement. Je vous dis pas aujourd'hui ce qu'on votera. Je vous dis juste qu'on ne va pas décider si on est favorable ou pas à une loi en fonction de nos intérêts électoraux. C'est grave en démocratie de faire comme ça. Tout cela, en tout cas, suscite évidemment une crise et renforce, selon certains, l'instabilité gouvernementale. Le RN avait relancé des menaces de censure avant ce jugement, mais les profère à nouveau, notamment sur un dossier qui intéresse spécialement les écologistes, la feuille de route énergétique de la France. Vous pourriez, vous les écologistes, voter une censure du gouvernement sur ce sujet, vous aussi ? Alors nous, on n'a pas besoin d'un sujet, on n'a que des sujets. Je dis depuis le départ que la simple présence de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur va les censurer déjà lui tout seul. Et puis il y a tout le reste de leur œuvre. Je rappelle qu'ils ont sabré des milliards dans le budget de l'écologie, qu'ils ont mis en première ligne de leur austérité les plus vulnérables. Je ne vais pas vous faire toute la liste, il y en a 10 par jour. Donc il n'y a que des raisons de voter cette censure. S'il y avait une censure demain, je pense même qu'on pourrait la déposer nous-mêmes au stade où on en est. Parce que je constate sur l'écologie. J'ai un exemple sur l'écologie. Lundi, Emmanuel Macron a réuni une quinzaine de ministres pour un conseil de planification écologique. Qui n'avait pas réuni depuis 1 an et demi. Voilà, l'objectif affiché était de relancer la mobilisation dans la lutte contre le réchauffement climatique. Vous saluez quand même l'initiative. Vous êtes sûr que c'est ça l'objectif affiché ? Parce que moi, dans Le Monde, j'ai lu une phrase qui m'a choquée. Je vous lis. Allez-y. À l'approche de la fin du mandat de M. Macron, l'élection présidentielle de 2027, nombre de partisans du président de la République se rendent compte qu'ils ont perdu beaucoup d'électeurs issus de la gauche et qu'il faut essayer de les reconquérir, notamment en parlant de l'enjeu climatique. Alors eux, ils parlent du climat parce qu'ils ont perdu des électeurs. Moi, j'aurais aimé qu'ils parlent du climat parce que l'habitabilité de la planète est remise en question, parce que oui, la France n'a baissé ses émissions que de 1,8 degré l'année dernière, 3 fois moins que l'année d'avant, et les objectifs qu'on s'était fixés, c'est moins 5%. On n'y est pas. On n'y est pas sur les énergies renouvelables. On n'y est pas sur l'isolation des maisons des Français. Ils ont supprimé des dispositifs fondamentaux sur par exemple, la prime à la conversion, la surprime ZFE, pour que les gens puissent changer de véhicule et pas être dans une écologie punitive. Ils ont viré le fonds vert qui aidait les territoires à s'adapter. Enfin, il y a 6 Français sur 10 aujourd'hui qui habitent dans un territoire. Ils sont déjà concernés par le changement climatique. Il y a 20 millions de Français qui habitent dans des maisons qui vont se fissurer à cause des retraits gonflements. Ils ont mis 3 euros par maison concernée. L'écologie passe en second plan, c'est ce que vous dites au gouvernement. Ce conseil de planification écolo qu'ils ont réuni à lundi, vous avez vu une décision où elle a sorti ? Ils ont réuni 15 ministres
Et donc, ils ont décidé des orientations. C'est à l'image de la vacuité de leur programme sur l'écologie. Voilà. Il y a une décision qui a été prise avant, et c'est un vote même des parlementaires. Les zones à faible émission, en commission la semaine dernière, dans le cadre de la loi simplification, elles ont été supprimées. C'est un recul ou bien une mesure de justice sociale, parce que c'est ça aussi qui était invoqué. C'est l'exemple même du fait qu'on n'arrive plus à travailler dans ce pays. Les ZFE, c'est une mesure d'Elisabeth Borne il y a maintenant quelques années. Une obligation qui a été faite par l'État aux collectivités, à certaines, Lyon, Paris, Marseille, Strasbourg, etc. Les maires et les élus de ces collectivités, ça fait des années qu'elles travaillent au zonage de la ZFE, aux conditions de son application, beaucoup de concertations. À Lyon, par exemple, dans les mairies écolos, on a fait plein de réunions publiques pour écouter tout le monde, prendre en compte les cas particuliers. C'est des années de travail. Mais les élus vous diront on change d'avis. Mais les élus vous diront qu'ils sont pas complètement hors sol et qu'ils écoutent aussi des électeurs qui leur disent nous on vous suit pas. Certains, vous croyez que les maires écolos ils écoutent pas leurs électeurs? Il y a eu beaucoup de réunions publiques. J'étais à Lyon dans un centre social avec des élus locaux il y a quelques mois et il y avait un monsieur à côté de moi qui avait un vieux monsieur qui avait entendu parler de la ZFE qui me disait tiens vous êtes à côté de moi, j'ai un truc que j'ai pas compris. Moi ma femme est dans un EHPAD dans l'Ain donc je vais la voir. Il y a quelques dizaines de kilomètres, j'y vais tous les 15 jours, mais je vais pas changer de voiture que pour ça, comment je peux faire? Donc, il y avait le maire de Lyon, Grégory Doucet, j'appelle Grégory Doucet en disant, ça m'intéresse aussi d'avoir la réponse, et Grégory Doucet lui dit, non, pour ce trajet-là, vous êtes considéré comme un petit rouleur, si vous ne faites que ça ira. Le monsieur dit, oui, mais je vais aussi à Carrefour une fois par semaine, est-ce que ça je pourrais? Grégory Doucet dit, il n'y a pas de problème, et vous aurez de la marge. On m'a posé des questions sur mais là vous donnez un cas particulier, mais au-delà de ça, Marine Tourdelier, vous savez bien que pour les plus modestes, pour le plus modeste, acheter une voiture électrique, c'est trop cher. Il n'y a que des cas particuliers. Il y a des gens qui travaillent de nuit, qui vont être exonérés, par exemple à Lyon. Tous les gens qui travaillent de nuit auront le droit d'utiliser la voiture parce qu'ils n'ont pas accès au transport en commun. Moi, je pense qu'il faut exonérer les plus précaires, mais ça, c'est pas un maire qui peut le faire, c'est l'État qui doit le faire. Et on le dit depuis le départ. Donc, moi, ce que je ne veux pas non plus, c'est qu'on jette tout le dispositif pour toutes les villes, y compris des villes qui sont en dépassement des normes qualité de l'air, parce qu'il y a aujourd'hui 40 000 personnes qui meurent chaque année, soit l'équivalent de toute la ville de Douai qui meurt prématurément de la mauvaise qualité de l'air. Et que pour ceux qui restent vivants, ce qu'on souhaite à tout le monde, ce sont des maladies respiratoires, des allergies au pollen, parce que le pollen se fixe sur les particules de transport. Un Français sur 4 aujourd'hui allergique au pollen, et vous allez penser à moi dans les semaines qui viennent, parce qu'on va, pour beaucoup d'entre nous, avoir la gorge qui gratte et les yeux qui pleurent. C'est un problème de santé public. Et donc, si on veut s'occuper de la santé des gens, il faut faire des choses. Mais que ce soit juste, le gouvernement qui a mis en place les ZFE ne l'a pas fait de manière juste, a laissé les élus locaux se débrouiller. Et les élus écologistes, je les remercie parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, y compris en ayant des alternatives de transport en commun à très faible coût, y compris gratuit pour les plus précaires. Par contre, aider les gens à changer de voiture, c'est pas à un maire de le faire. L'État doit s'engager et le gouvernement Barnier a supprimé la prime à la conversion, la prime à la casse et la surprime ZFE de 1 000 € pour les personnes qui habitaient dans les zones ZFE. Vu le contexte que je vous dise. Effectivement. Marine Tourdelier, il nous reste quelques minutes rapidement sur les relations qui se réchauffent entre l'Algérie et la France après un coup de fil entre Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune. Ça se réchauffe depuis que Bruno Retailleau a arrêté de s'exprimer sur le sujet. Il a été convenu effectivement que ce soit Jean-Noël Barrot qui se rende sur place à Alger dimanche. Oui, parce qu'il est ministre des Affaires étrangères. Donc on ne comprend pas pourquoi le ministre de l'Intérieur. Donc c'est une bonne chose que Bruno Retailleau lui confond son congrès, la présidentielle et son rôle de ministre de l'Intérieur. Donc il a été pyromane. Il a fait perdre beaucoup de temps à tout le monde, ce qui pose des enjeux de sécurité, qui sont quand même sa mission première. Et donc je suis contente qu'il soit écarté du dossier, qu'il se taise et qu'il laisse faire celles et ceux dont c'est la prérogative. Votre parti, les écologistes, est en plein congrès depuis janvier. Sans transition. Il doit se terminer les 26 et 27 avril, on a peu de temps. Avec la désignation du secrétaire national, vous êtes candidate à votre succession. Pourquoi méritez-vous d'être reconduite, sachant qu'il y a une contestation en interne? Non, il n'y a pas une contestation en interne, il y a d'autres candidats, ce qui est logique, car vous voyez, nous sommes dans un parti démocratique et ils ont tout mon respect et mon soutien dans leur candidature. Je leur ai dit, je les connais tous depuis longtemps. Ce qui se passe, c'est qu'on est un parti, où j'ai été élue il y a 3 ans, qui, avec toute l'équipe, nous avons fait un travail important. On a changé de nom, de logo, de statut, d'image, on emménagera dans un nouveau local, on a remis plein de choses d'équerre. Et il s'est passé quand même quelque chose dans la vie des Français aussi cet été. L'écologie et des incarnations écologistes se sont invitées dans les repas de famille pour la première fois depuis longtemps. Les militants me disent, même ma grand-mère, ma mère, ma sœur me disent, c'est classe, les écolos, c'est bien, merci pour ce que vous avez fait.
Ouais, mais alors, il y a un pardon, truc qui s'est votre passé. stratégie, elle n'est pas validée par tout le monde au sein de votre parti. Je fais référence à l'un des candidats qui est en face de... classiques. C'est normal. Allez-y. Expliquons à ceux qui nous Allez-y, écoutent c'est et la nous vie. regardent. Parmi les 3 candidats qui s'opposent à vous, Florentin Letissier souhaite développer, je cite, une écologie de gouvernement. Lui, il dénonce... Alors que moi, non, évidemment. Ouais, lui, c'est ce qu'il dit, pardon. Hein. Il dénonce votre bilan à la tête des Verts et aussi votre effacement derrière les socialistes et les insoumis. C'est un congrès, c'est de bonne guerre. Je ne pense pas ne pas préparer l'écologie de gouvernement. Je m'exprimerai quand j'aurai gagné. Le 26 avril, à la convention d'investiture, on expliquera tout ce qu'on fait pour préparer l'élection présidentielle. Voilà, j'ai des concurrents dans ce congrès. Non, mais vous avez bien compris que le sujet, l'un des sujets clés, c'est la question de l'alliance avec la France insoumise, notamment. C'est votre position là-dessus. Les écologistes se sont effacés derrière les socialistes et les insoumis. C'est oublier que les écologistes n'ont jamais eu autant d'élus locaux et nationaux que... Il n'y a jamais eu une secrétaire nationale des écologistes qui ait autant de visibilité médiatique et de notoriété et de popularité chez les Français. L'alliance avec LFI, avec la France insoumise. Que l'on dise que c'est pas suffisant et qu'on peut faire mieux, je suis la première à le dire et je m'y emploie chaque jour. J'ai pas de problème. Voilà. Après, je vais vous dire, les gens vont choisir entre les lignes portées par les uns et par les autres. Je suis très certaine d'arriver bien devant Florentin Letissier, mais avec lequel je travaillerai avec grand plaisir. Et après, si ce que vous voulez me faire dire, c'est qu'il y a des militants écologistes qui sont fatigués que certaines postures insoumises, la réponse est oui, et moi la première, et j'en discute avec eux. Mais voilà, on va pas arrêter de travailler avec tout le monde, parce que si on veut pas travailler avec des gens différents de nous, y compris au sein des écolos, on pourra peut-être pas travailler tous ensemble. Et le but, c'est quand même de fédérer, vu les défis. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, était l'invitée de France Info.